Eh bien, je vais vous révéler ce qui est un secret pour beaucoup et qui ne devrait pas en être un. Manger toujours moins ne fonctionne pas pour perdre du poids. Faire toujours plus d'activités ne fonctionne pas pour perdre du poids. Salut à tous, on se retrouve comme chaque dimanche 18 h pour un nouvel épisode et aujourd'hui on ne va pas analyser une diète, non, pas une énième. On va faire un petit hors-sujet, un épisode spécial et vous serez juge, vous serez témoin. Si vous aimez ce genre de contenu, vous le direz dans les commentaires et il y aura d'autres vidéos de ce style à l'avenir de plus en plus. Si ce n'est pas le cas, eh bien je reprendrai simplement et purement les analyses de diète et la prochaine, je l'annonce déjà, ce sera Justin Gaethje. Aujourd'hui, de quoi est-ce qu'on va parler? Eh bien, il me tenait à cœur d'aborder l'erreur la plus courante que je vois lorsqu'il s'agit de perdre du poids, de perdre du gras, de la masse grasse, que ce soit pour un homme comme pour une femme, et ce, quel que soit le niveau et quel que soit le poids à perdre. Vous le savez, mon activité principale, c'est de vous accompagner depuis plus de 12 ans pour améliorer votre santé, vous transformer physiquement, que ce soit perdre 50 kilos, comment perdre 5, comment en perdre 1. Mon but, c'est de personnaliser l'approche vis-à-vis de la personne à 100% et d'aller dans le sens de l'objectif, toujours en ayant à cœur de privilégier l'aspect santé. Or, ces dernières années, on entend de plus en plus parler de l'importance du déficit calorique et c'est bien, c'est vraiment au centre du sujet aujourd'hui. Et là où avant, on avait beaucoup de solutions de perlimpinpin, de méthodes miracles, on commence un petit peu à revenir au cœur des choses et à comprendre que ce qui compte, c'est cette fameuse balance calorique. Mais il y a encore une très grande méconnaissance en réalité de ce fameux déficit calorique. Qu'est-ce que c'est réellement? Qu'est-ce qu'il y a dans cette équation? Ce qui inclut toujours à la même erreur et toujours à ce que j'appellerais un véritable cercle vicieux. Aujourd'hui, je vais donc reprendre une vidéo que j'ai faite il y a plusieurs années, que vous pouvez retrouver sur ma chaîne juste ici. Vous pourrez comparer l'une avec l'autre, qui se nomme « Manger plus pour perdre plus ». Je sais que ça paraît être un titre totalement putaclic, mais ce n'est pas le cas. Dans cette vidéo, je vais vraiment aborder pour moi le point le plus crucial et ce que je répète le plus à ceux qui sont avec moi en suivi personnalisé, pourront le dire dans les commentaires, ce fameux cercle vicieux de penser que manger toujours moins va vous faire perdre du poids, alors que bien souvent, pour ceux qui n'arrivent pas à perdre et qui sont bloqués, c'est l'inverse, mais on va le voir ensemble en détail parce que c'est pas n'importe comment, pas dans n'importe quelle circonstance, il faut d'abord tout comprendre. On y va, let's go. Alors, pour cette petite vidéo, j'ai écrit un petit script pour ne rien oublier, pour être cadré et qu'elle ne dure pas 45 minutes. Donc, je vais tenter de m'en tenir à mon plan et faire en sorte, comme ça, de ne pas vous perdre. Accrochez-vous, ça va être un petit peu plus technique que d'habitude, mais c'est vous qui m'avez demandé du contenu plus technique, plus poussé et des choses que d'autres n'abordent pas. Ne s'y aventurent pas parce que ça peut être périlleux, il peut y avoir des attaques de tous les côtés, mais en ce moment, je suis dans l'esquive, vous verrez ça bientôt, donc on y va. Donc la première chose pour cette vidéo, c'est de comprendre qu'est-ce que le métabolisme, qu'est-ce que sont ces fameux calories. Pour comprendre cette histoire de balance énergétique et de déficit calorique, il faut déjà comprendre qu'est-ce qu'il y a de chaque côté de cette balance. En fait, tout simplement, on a d'un côté ce que l'on va appeler les dépenses caloriques. Qu'est-ce que c'est les dépenses caloriques? Premièrement, on peut parler du métabolisme basal, c'est-à-dire que votre corps, tout simplement, pour fonctionner sans compter aucune activité, c'est-à-dire juste respirer, assurer vos fonctions respiratoires, faire battre votre cœur, assurer la circulation du sang, dépense constamment des calories. Même lorsque vous dormez, vous dépensez des calories parce que votre corps continue à faire fonctionner votre cœur, continue à faire fonctionner votre cerveau, etc., etc. Tout ça, ça dépense des calories. Donc même si on part du principe qu'on resterait toute la journée et toute la nuit allongé, on dépenserait un certain nombre de calories. Ça, c'est notre métabolisme basal. Vient s'ajouter à cette dépenses-là, donc du côté gauche de notre balance, les dépenses, tout ce que l'on va faire dans la journée. Donc je tiens cette feuille, je me tiens debout, je marche, etc. Ça ajoute des dépenses caloriques. Le fait de réfléchir, etc., etc. Le fait de manger aussi, parce que la digestion, le geste, etc. Le fait de faire du sport. Donc en fonction de tout ça, ça me donne un certain nombre de calories que je dépense. Le premier problème de notre équation ici étant qu'il est impossible d'estimer précisément combien de calories je dépense par jour. Alors oui, on peut faire des calculs avec des formules, certaines qui sont célèbres par exemple comme celle d'Aris et Bénédicte, mais dans tous les cas, vous ne pouvez pas savoir lundi je dépense tant de calories, mardi tant de calories. Vous avez beau avoir la dernière montre qui vous dit tu as marché tant de kilomètres, tu as dépensé tant de calories, c'est toujours des indications. Retenez bien qu'il est impossible d'avoir un chiffre réellement précis, contrairement à ce que l'on mange et ce que l'on boit, parce que ça, pour le coup, on peut tout traquer. On va y revenir après. Ce qu'il est important de retenir, c'est que cette dépense qui est ici, on peut donc l'estimer et non pas l'obtenir de manière précise. Et c'est le premier côté de notre balance.
elle est influée par énormément d'éléments. C'est-à-dire qu'un individu qui aurait le même poids, la même taille que moi, n'aurait pas le même métabolisme basal, même s'il a la même masse musculaire et la même masse graisseuse que moi. Donc, ne dépenserait pas le même nombre de calories, même allongé, et n'aurait pas les mêmes dépenses en faisant les mêmes activités exactement que moi. Pourquoi? Parce que ça va dépendre du fonctionnement de son organisme. Comment fonctionne son système hormonal, la vitesse de son pouls, plein de choses qui vont rentrer en compte, et l'environnement, l'exposition au stress, etc. etc. C'est pour ça que j'ai déjà eu le cas, par exemple, de gens qui me disent, je pense à un client, il se reconnaîtra, j'ai un frère jumeau, on a la même ADN, etc. Lui est toujours très sec et moi j'ai tendance à prendre de la masse grasse. Eh bien, parce que vos habitudes ne sont pas les mêmes, votre passif n'est pas le même, l'exposition au stress, la vie quotidienne. Et c'est le premier point majeur dans cette vidéo que vous devez retenir, c'est que malgré nos similitudes, plus ou moins poussées d'un individu à l'autre, même avec par exemple un frère jumeau, une sœur jumelle, eh bien nous sommes tous uniques de par notre quotidien, notre passif, notre façon de penser, de nous comporter, notre exposition au stress. Et quand je dis stress, c'est pas juste le stress, la panique, l'anxiété, c'est tous les stress environnementaux. La pollution est un stress, faire du sport c'est un stress, etc. Le stress venant de ma bouche ici n'a pas forcément une connotation négative, ça peut être positif comme faire du sport par exemple. Donc ça c'est la première chose à bien comprendre de ce côté gauche de la balance, mais on va préciser un peu plus après. Ensuite, du côté droit, gauche pour vous, de notre balance, on a la consommation de calories, le nombre de calories que l'on va consommer. Ici, ça va être absolument tout ce qui va passer dans notre organisme. Alors je dis pas juste dans notre bouche parce qu'on pourrait se faire des perfusions de glucose et avoir des calories qui rentrent par exemple, donc pour les plus taquins, et je vais loin. Mais c'est tout ce que l'on consomme, tous les calories que l'on peut boire, que l'on peut manger, quel qu'il soit. Et ici, tous les calories comptent. Malgré tous les magiciens qu'on a maintenant sur les réseaux sociaux et sur Internet, jusqu'à preuve du contraire, tous les calories que l'on va consommer comptent. Mais, il y a un point très important que l'on entend trop rarement, c'est que tous les calories que l'on ingère ne sont pas forcément digérées, ne sont pas forcément consommées. Et c'est pour ça que tenir compte de sa digestion, c'est toujours un point clé quand vous faites une perte de poids ou une prise de muscle. Parce que vous pouvez très bien avaler 3000 kilocalories, mais n'en absorber réellement que 2000-2500. Parce que vous êtes intolérant, parce que vous avez des problèmes de digestion, etc., etc. Donc, il est très important d'être alerte à ça et quand on a un problème digestif, de le résoudre. Donc, je fais tout de suite une parenthèse ici entre calories réellement consommées et réellement digérées. Après, il ne faut pas devenir paranoïaque vis-à-vis de ça. Vous l'avez compris, je mets juste une nuance. Il est vrai que tous les calories ne se valent pas déjà pour ce premier point en termes de digestion, d'absorption. C'est quelque chose à prendre en compte. Parfois, on peut penser manger beaucoup, mais en réalité, ce qui se passe physiologiquement est différent pour cette raison, entre autres. Donc, si je résume rapidement ce premier point, on a notre balance calorique. D'un côté, les dépenses caloriques, de l'autre, les consommations de calories, vous l'avez compris, avec des nuances déjà d'emblée de part et d'autre et une notion d'individualisation qui est très importante. C'est cette balance qui détermine si on va perdre du poids ou prendre du poids. En notant que, attention, perdre du poids ne veut pas forcément dire perdre du gras et prendre du poids ne veut pas forcément dire prendre du muscle. Quand on entend du poids, et c'est la première nuance à avoir, c'est du poids. Ça peut être de la masse osseuse, ça peut être de la rétention d'eau, ça peut être de l'eau perdue, hein, inversement, ça peut être du muscle pris, du muscle perdu, de la graisse prise, de la graisse perdue, du glycogène tout simplement, c'est-à-dire les muscles qui sont plus pleins en glycogène. C'est tout un tas d'éléments qui peuvent entrer en compte et donc ne se focaliser que sur un poids sans tenir compte du visuel, sans tenir compte de ses mensurations par exemple, de son bien-être, etc. Eh bien, ça amène juste vers une focalisation sur un chiffre qui n'a pas lieu d'être et ça peut rendre malade à tort. Vous le savez en tant qu'ancienne anorexique à quel point je suis sensible à toutes ces problématiques-là. Donc, je le dis d'ores et déjà, je parle vraiment de poids pour simplifier. Je ne vais pas renuancer à chaque fois, mais je le dis dès maintenant. Attention à ne pas se focaliser à tout prix sur ce poids. Donc maintenant, la question c'est comment est-ce qu'on perd du poids, du gras dans l'idéal? Eh bien, en faisant en sorte que cette balance, elle penche plus ou moins d'un côté que de l'autre. C'est très simple à comprendre. Si je dépense plus de calories, ma balance monte ici, que je n'en consomme ici, je perds du poids. Inversement, si je consomme ici moins de calories que ce que je dépense ici, donc je pars d'ici, je vais ici, eh bien je perds du poids. C'est toujours un jeu d'équilibre entre les deux. Si je fais l'inverse, si je consomme plus de calories que j'en dépense, inversement, je prendrai du poids. Et si je dépense moins que ce que je consomme, je prendrai aussi du poids. Voilà, on peut jouer de l'un ou de l'autre côté de la balance ou on peut jouer sur les deux. On peut se dire, je dépense plus de calories. Exemple, je fais plus d'activité physique
physique au quotidien et je mange moins. Donc là, je déséquilibre encore plus. Si j'étais là, hop, je suis là. Vous avez compris cette notion d'écart. Donc en fait, les deux peuvent fonctionner. Mais après, toute la question est de voir qu'est-ce qu'il est le plus judicieux de faire. C'est là où ça devient compliqué. À quel moment c'est critique d'un côté ou d'un autre. Et surtout, il faut le personnaliser vis-à-vis de ses besoins et de sa santé. Maintenant, vous allez vous dire où est-ce qu'il veut en venir avec tout ça parce qu'on le sait, c'est la base. Peut-être certains se disent ça, mais je devais poser la base pour la suite qui est cette problématique systématique que je vois chez énormément de personnes qui arrivent avec moi en coaching et qui ont ce même problème. Je vais vous prendre un exemple concret pour l'illustrer. On va prendre un nom au hasard, Joe. On va prendre Joe. Joe, dédicacé à Joe Lopez, le sang de ses morts. Je m'appelle Lopez Joe. Je suis obligé de faire ça d'ailleurs parce qu'il y a une tapette qui veut se battre avec moi. Arrive en coaching avec moi, il pèse 110 kg pour 1m75. Il est en surpoids. 110 kg pour 1m75 avec une masse grasse importante, un tour de taille de 120 cm. Il consomme 2500 kcal pour 110 kg et il ne perd pas de poids. Il fait du sport. Bon, je me dis, peut-être qu'il fait plein d'écarts, etc. Je mets en place une alimentation à 2500 kcal, bien calibrée que j'ai faite moi avec le sport et je me rends compte que la première semaine, la deuxième semaine, il a tout fait parfaitement et pourtant le poids ne chute pas. Or, tous ceux qui auront des notions à ce niveau-là se rendront bien compte que quand on consomme 2500 kcal, qu'on fait 110 kg et qu'on ne perd pas de poids, il y a un problème au niveau du métabolisme. Techniquement, normalement, en faisant du sport, en étant actif, on devrait perdre du poids, dans la théorie. Or, ce n'est pas le cas. Alors, on propose à Joe, c'est ce qui se passe le plus souvent, de descendre les calories. On descend 2300 kcal. On perd un peu, 1 kg, 2 kg, mais bon, il faut retenir qu'on a 30 kg à perdre ici. Donc, on y va. On a perdu 10 kg, admettons. On arrive à 100 kg pour 1m75, il nous reste 20 kg à perdre. On est à 1700 kcal. Déjà, on est très très bas pour son poids. Mais ça fonctionne. Il est fatigué, c'est de plus en plus dur, il y a des craquages, le système hormonal va mal, le sommeil est pas bon, etc., etc. Toutes ces problématiques courantes que l'on retrouve dans ce genre de cas et vous allez comprendre pourquoi. Et on voit que le poids ne chute plus. Qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, la plupart diront il faut descendre plus bas, il faut se dépenser plus. Joe ne respecte pas la diète, c'est pas possible. Ils prendront des arguments comme oui, en Somalie, regardez, il n'y a pas d'obèses. Dans les camps de concentration, il n'y avait pas d'obèses. Oui, mais bon, en allant par là, c'est juste n'importe quoi. Voilà, ce genre de raisonnement, il est débile, complètement débile, parce qu'on ne tient pas compte de cette problématique qui est pourtant ultra courante. Et je ne comprends pas d'ailleurs comment des coachs qui soi-disant sont aussi connus, réputés et coachent autant de monde, par exemple, ne l'ont pas compris, puisque je parle ici de gens que je récupère souvent, qui ont été avec des coachs soi-disant réputés experts, et qui sont justement dans ce cercle vicieux et se retrouvent à des totaux caloriques totalement ridicules, avec une suractivité à ne pas perdre et à ne pas avoir atteint l'objectif, et ça, ce n'est pas normal. Parenthèse étant faite, donc, qu'est-ce que Joe peut faire? Eh bien, c'est très simple. Joe se retrouve bloqué. Il est très bas de ce côté de notre balance de dépenses caloriques. Mais il est relativement ici, on pourrait faire plus. Donc, on lui propose, comme on ne peut plus descendre, de faire plus d'activité physique, ok? Donc, il fait plus d'activité physique. Pourtant, Joe ne va pas obtenir de résultats miraculeux avec cette méthode. Et en réalité, plus il va appuyer de ce côté de la balance, pire ce sera. Moins il va manger, pire ce sera. Et plus il va appuyer de ce côté, pire ce sera. Pourquoi? Eh bien, je vais vous révéler ce qui est un secret pour beaucoup et qui ne devrait pas en être un. Manger toujours moins ne fonctionne pas pour perdre du poids. Faire toujours plus d'activité ne fonctionne pas pour perdre du poids. À un moment donné, tout ce que vous avez entendu, métabolisme bloqué, métabolisme foutu, métabolisme et ci et ça et ci et ça. En fait, très simple à expliquer. C'est que votre corps, sa priorité, c'est pas de perdre du gras, c'est pas de perdre du poids et de vous donner l'apparence que vous souhaitez. C'est de vous protéger, c'est de protéger vos fonctions vitales, c'est d'assurer votre survie. Et les femmes comprennent cela bien plus vite que les hommes parce qu'il y a un mécanisme qui est très vite mis en place chez les femmes. Lorsqu'on arrive à ce stade où trop de stress est subi vis-à-vis de ce que le corps est capable d'encaisser, c'est les aménorrhées, l'absence de règles. Par exemple, la reproduction n'est pour l'organisme physiologiquement pas un besoin primaire. Vous vous doutez bien que si votre corps doit choisir entre périr ou procréer, eh bien, il choisira plutôt de survivre et il arrêtera donc le mécanisme de procréation qui va demander de l'énergie parce que vous allez perdre du sang, vous allez perdre des minéraux, vous allez vous déshydrater. Ça demande un effort en soi de supporter ces règles. Donc, absence de règles. Et j'en passe et des meilleurs parce que je n'ai cité qu'un élément. On peut parler d'une autre idée reçue, c'est ce fameux pouls. C'est marrant
marrant qu'en 2024 encore, la plupart des gens pensent qu'avoir un pouls faible, c'est-à-dire de 35-40, est une bonne chose pour la santé. Je vais vous donner un exemple très concret, puisque je l'ai vécu personnellement. Permettez-moi ce petit aparté qui, je pense, vous aidera à donner tout son sens à mes propos, puisque c'est concret. Il y a exactement 17 ans en arrière, je me rends à l'hôpital de Villefranche-sur-Saône, et je vais voir une pédopsychiatre absolument géniale, qui était le docteur Laurence Langevin. Si quelqu'un la connaît, envoyez-lui encore une fois tous mes remerciements, parce que j'en ai déjà parlé quand on m'a interviewé sur plusieurs chaînes. Et donc j'arrive là-bas et je suis dans un état pitoyable, parce que j'en suis à ma 2e ou 3e année d'anorexie, et que voilà, je suis proche, peut-être dirons-nous, de la fin, en tout cas au moins mentalement. Et elle prend mon pouls, et j'ai un pouls de 35 ou 38, très très faible. Pourtant, je suis en anorexie sévère, avec un taux de masse grasse très faible, et je suis très loin de la condition physique d'un marathonien ou d'un sportif qu'on pourrait me prêter, puisque à peine je me lève d'une position allongée, je me remets assis quand c'est comme ça, et ça tourne, je vois noir pendant 2 minutes, parce que bien sûr je suis en hypotension, parce que je ne mange plus, je ne bois plus, pour voir toujours mon poids chuter, et que je fais énormément d'activité physique, puisque je suis anorexique et que je suis clairement malade mentalement, et que je me fais souffrir et je m'autodétruis comme le font tous les anorexiques, très grave. J'en arrive à un poids de corps d'environ 50 kg pour 1m78 alors que je suis en pleine croissance, et pourtant mon poids est à 38. Pourquoi? Eh bien parce que mon corps s'est mis en mode survie, tout simplement. Et le fait que votre pouls bat très vite veut dire que votre circulation sanguine est plus rapide, que votre cœur travaille plus, et que tout votre système cardiovasculaire dépense plus de kilocalories pour un même effort. Donc en réalité, lorsque votre pouls est très bas, c'est une adaptation métabolique de votre corps vis-à-vis de ce qu'il doit faire pour survivre. Et en fait, le marathonien, contrairement à l'anorexique, s'entraîne dans ce but-là, c'est qu'il va être capable de courir 3 heures, 4 heures, 2 heures et demie. Alors encore pire si on prend les ultra-trails et tout ça, là, je parle des professionnels, ils vont s'entraîner et leur métabolisme, leur corps va s'habituer. Ce qui fait qu'ils n'auront pas besoin, pendant qu'ils courent 10 heures, de consommer 10 000 calories, ils ne tomberont pas en hypoglycémie, ils tomberont pas par terre. Alors que si vous et moi on essaye avec un corps qui n'est pas habitué à un pouls moyen de 80 comme un bodybuilder, on tomberait par terre en hypoglycémie, on aurait besoin d'énormément de sucre et d'apport comparé à eux. Donc il faut bien retenir qu'avoir un pouls faible ne veut pas dire qu'on est en bonne santé et qu'on est un grand sportif, sauf si on l'est réellement. Donc ce qu'il faut comprendre, c'est que notre corps est dynamique, notre métabolisme est dynamique, ou plutôt est adaptatif. C'est-à-dire qu'en fonction du stress qu'on va lui infliger, il va s'adapter. Il va réagir. C'est pour ça qu'on ne peut pas avoir tout le temps le même apport calorique, la même dépense, le même fonctionnement, et perdre indéfiniment du poids, opter pour la même stratégie et qu'elle marche encore et encore. On se doit de s'adapter. C'est pour ça qu'en suivi, je fais des bilans chaque semaine avec les gens. Et en fait, plus le stress infligé est important, et plus l'adaptation va être violente. Donc moins vous allez consommer de calories, plus votre métabolisme, votre corps va devoir s'adapter à ça. Plus vous allez en dépenser, idem. Et donc si vous faites les deux poussées vis-à-vis de vos apports normaux, de ce que vous avez besoin, c'est-à-dire si normalement vous aviez besoin de 3000 kilocalories pour fonctionner, que tout fonctionne normalement, et que vous passez progressivement ou encore pire brutalement à 1500 avec une énorme dépense, eh bien à un moment donné, votre physiologie, votre corps, votre physiologie va réagir, va s'adapter aux éléments extérieurs, au stress qu'on lui inflige, etc. Donc quand on consomme moins de calories, de moins en moins, le déficit calorique est un stress que l'on va infliger, l'augmentation des dépenses aussi, surtout via des activités physiques plus stressantes. Par exemple, la course à pied va être plus stressante que la marche. Tout cela va demander des adaptations, et plus l'organisme va se sentir entre guillemets agressé, plus la physiologie va s'adapter plus ou moins vite en fonction de la durée du déficit, en fonction des différentes caractéristiques de santé aussi, si votre santé de base est bonne ou pas, s'il y a des carences, et la manière dont est composé ce déficit et dont est composée cette activité physique aussi. Bien sûr, sans parler du fait qu'il peut y avoir des problématiques déjà physiologiques, des troubles de la thyroïde, des problèmes de glycémie, etc., hormonaux en tout genre, qui peuvent venir se greffer et aggraver encore plus la situation. En fait, l'idée globale que vous devez retenir est que tout est une question d'équilibre. Nous avons par exemple ces fameuses hormones du stress dont on entend constamment parler. Le cortisol, l'adrénaline, la noradrénaline. Ces 3 hormones travaillent en synergie, et elles sont nécessaires parce que lorsqu'un danger se présente, par exemple, elles vont naturellement s'élever. Lorsque vous faites une hypoglycémie, le cortisol va monter.
remonter. Voilà, ce sont des hormones qui vont aussi activer le métabolisme, qui vont rehausser les niveaux d'énergie, ce qui va nous permettre de réagir dans certaines situations. Donc, avoir cette production hormonale-là est nécessaire. Il n'y a aucune hormone qui n'est là par hasard, qui doit être supprimée. Donc, c'est totalement débile d'avoir peur, par exemple, du cortisol, comme ça l'est d'avoir peur de l'insuline, comme ça l'est en étant un homme, d'avoir peur des oestrogènes. Ce sont des idées reçues. Cependant, il y a des moments où il est normal que ce soit élevé, d'autres où ça ne l'est pas. Il y a des ratios à avoir. Par exemple, si votre cortisol est haut le matin, si vous avez un rythme de vie normal, parce que si vous travaillez en 3-8, etc., voilà, il faut tenir compte, on parle d'un rythme normal, classique, lambda. Il y a toujours des nuances, donc calmez-vous. Les pointilleux dans les commentaires. Si votre cortisol, donc vous avez un rythme normal, est élevé le matin, bas le soir, c'est plutôt normal. Si c'est l'inverse, alors que vous dormez la nuit et pas le jour, il y a une problématique. Donc, il faut voir tous ces points-là. Si votre cortisol est constamment trop élevé, il y a une problématique. Tout comme si votre insuline est constamment trop élevée, votre niveau d'œstrogène est extrêmement haut vis-à-vis de votre taux de testostérone, par exemple, si vous êtes un homme et même si vous êtes une femme, inversement. Voilà. Bref, il y a tout cela à prendre en compte. C'est pour ça que c'est un sujet qui est très complexe et je vais avoir du mal à rentrer vraiment dans les détails. Ce que je veux, c'est vous inculquer cette histoire-là pour que vous ne tombiez plus dans ce piège et vous donner les solutions. Et je vais en parler maintenant. Vous l'avez compris, c'est très simple. À un moment donné, quand il y a trop de stress, toujours moins de calories alors qu'on fait encore un poids conséquent, qu'on a beaucoup à perdre, qu'on en a besoin de beaucoup plus normalement, toujours plus de dépenses, de cardio, de sport parce qu'on pense que toujours plus c'est mieux, eh bien le corps se dit stop, ça ne fonctionne pas comme ça. Je subis trop d'agressions, je dois protéger les fonctions vitales, qui que vous soyez, et il fait ce que l'on ne va pas appeler métabolisme bloqué, on va arrêter avec ce terme. On va pas appeler ça métabolisme en mode survie parce que c'est beaucoup trop extrême. On peut appeler ça tout simplement le mode économie d'énergie sur le téléphone. Quand au bout d'un moment la batterie est faible, eh bien votre téléphone il se met en mode d'économie d'énergie et tout ce qui n'est pas vital, il l'enlève. Il baisse la lumière, il réduit le son, il enlève les applications dont on n'a pas besoin et il vous laisse de la batterie pour appeler les secours au cas où, pour appeler votre mari, votre femme, vos enfants pour les choses utiles. Et vous aussi, vous allez garder de la batterie pour les choses utiles, c'est-à-dire rester joignable en cas d'urgence. C'est exactement la même chose. Si vous raisonnez comme ça, et on va garder cet exemple du téléphone, si j'ai plus que 3% de batterie, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je n'utilise plus du tout mon téléphone et je me dis, à un moment donné, la batterie va remonter? Ce serait comme se dire, je continue à moins manger ou je mange toujours pareil. Non, la batterie, au bout d'un moment, elle va chuter petit à petit et le téléphone va s'éteindre. Donc là, le métabolisme, il va dégrader encore et encore parce qu'il va s'adapter de plus en plus avec le temps. Est-ce que je dépense plus de calories? Encore plus? Non, parce que ça reviendrait à ouvrir Snapchat, ouvrir Facebook, lancer une vidéo YouTube alors que j'ai 3% de batterie et espérer que la batterie tienne. Il va s'éteindre. Ça ne fonctionne pas. Qu'est-ce que je fais? Je le branche. Peu importe à quoi, une prise, un chargeur comme ça, induction, je le branche, je le recharge. Eh bien ici, c'est la même chose. Il faut le recharger. Il faut recharger le métabolisme. Le corps, il faut lui permettre d'accepter ce stress ou réduire ce stress, tout simplement. Il faut arrêter de se taper la tête contre le mur. J'adore cet exemple-là. C'est comme avoir un mur en face de soi, une porte à 2 mètres et continuer à se taper la tête contre le mur encore et encore en pensant avancer et un jour transpercer le mur plutôt que prendre... Ah, putain, fail. Voir qu'il y a une porte à 2 mètres, faire un pas de côté et changer d'option. Concrètement, qu'est-ce que vous devez faire si vous êtes dans cette solution? Eh bien, vous devez revoir vos apports en calories, vous devez les élever, vous devez les réaugmenter, mais pas n'importe comment, attention, parce que si vous le faites avec de la nourriture de mauvaise qualité, vous allez juste subir un effet yo-yo. Vous allez reprendre de la graisse, reprendre du poids, faire de la rétention d'eau et vous n'allez pas impacter de manière positive votre métabolisme et votre système hormonal. Parce qu'ici, il est surtout question de refaire fonctionner la thyroïde. Parce que la glande thyroïdienne qui va produire les hormones thyroïdiennes, alors elle n'est pas la seule parce que si on rentre plus dans le détail ici, on pourrait parler de l'hypophyse, on pourrait parler d'autres organes qui vont rentrer en jeu, de différentes hormones, TSH, T3, T4, de glycémie, voilà, on pourrait faire un point très large sur ça. Et si vous voulez aller vraiment loin dans le détail sur quelque chose de technique, c'est une vidéo qui durerait 1h30, mais je l'ai abordé en détail dans ma formation en nutrition morphologie sur le site morphologytraining.com, ma formation sur les fondamentaux de la nutrition que vous retrouvez juste ici et le lien est dans la description, eh bien j'aborde tout ça en détail. Je prends plus d'1h30, 2 heures pour aborder tout ce que j'ai dit dans cette vidéo en bien moins de temps, en détail. Donc pour les plus taquins, les plus techniques, allez la voir. Donc ici, ce qu'il faut voir, c'est que principalement lorsque vous êtes dans cette problématique-là, eh bien vous ne consommez pas assez de calories. Comme je le disais, il ne s'agit pas de consommer n'importe quoi comme calories, mais de réactiver le métabolisme, de lui dire ok, le mode économie d'énergie, c'est fini, on va refonctionner. Quel est le principal aliment qui va aider pour ça?
ça déjà, c'est les glucides. Parce que les glucides vont permettre de réactiver la glande thyroïdienne en premier, l'hypophyse, la production d'hormones thyroïdiennes, la conversion des hormones thyroïdiennes et relancer cette fameuse dépense calorique. Donc la première chose, la première erreur, c'est de couper les glucides, de les mettre à zéro, surtout sur une période prolongée, de ne pas en consommer, surtout encore plus d'avoir peur des fruits, dédicace à David Michigan. Ici, les fruits et les glucides de manière générale vont être déterminants. La deuxième chose, c'est les lipides. Les lipides ici vont être très importants parce qu'ils vont jouer aussi sur le système hormonal, sur la production de testostérone, de cholestérol, la production d'œstrogène et un apport en cholestérol comme le jaune d'œuf, prioritaire par exemple lorsque vous avez ce genre de problématique, comme les apports en oméga 3, mais des lipides de manière générale. Donc là encore, quand vous êtes dans ce genre de problématique, que vous consommez très peu de lipides et très peu de glucides, c'est normal que vous en soyez là et ce sera de pire en pire si vous continuez. Donc les régimes cétogènes, c'est pour ça que je les déconseille, et tous les régimes de manière générale qui sacralisent un seul nutriment au détriment des autres ou font l'inverse, ce n'est pas bon. Vous avez besoin des trois. Bien sûr, les protéines sont fondamentales, mais en général, c'est pas une problématique courante dans notre milieu. Tout le monde consomme suffisamment de protéines. C'est les deux autres, vous le savez, qui posent beaucoup plus de problèmes. Enfin, on doit absolument aussi parler des micronutriments parce qu'une carence, par exemple, en magnésium, en zinc, en vitamines, minéraux, quelle qu'elle soit, lorsqu'elle est importante physiologiquement, il y en a un bon nombre dans celles que j'ai citées et d'autres, eh bien, va impacter votre métabolisme, va impacter vos fonctions physiologiques. Et donc, il faut vérifier cela aussi. Quand on est dans cette situation, surtout si elle est importante et on n'arrive pas à en sortir, je ne peux que vous recommander de consulter un professionnel de santé, de demander un bilan sanguin complet, de rétablir ces problématiques de santé avant de chercher à tout prix les méthodes miracles qui de toute façon n'existent pas. Enfin, le dernier point lorsque vous êtes dans cette situation, on a abordé ce côté-là de la balance avec les glucides, les lipides, la micronutrition, les compléments alimentaires. D'ailleurs, vous pouvez vous rendre sur AW Trainer, vous avez les meilleurs conseils et les meilleurs produits sur ça et utiliser mon code promo Anthony10. Je suis pas sponsorisé influenceur, c'est mon site et c'est ma marque tout simplement, c'est encore plus simple. Je vous le dis, vous le savez. On aborde donc l'autre côté de la balance, les dépenses caloriques, parce que souvent aussi la problématique c'est de s'entraîner 7 jours sur 7 en musculation, rajouter du cardio et vas-y pour le nombre de pas parce que j'ai vu tel influenceur, tel coach qui fait 15-20 000 pas par jour. Oui, mais lui, il fait 15-20 000 pas par jour, mais il n'a pas les enfants comme vous, mais il n'a pas le même boulot comme vous, il n'a pas les problèmes de sommeil, il n'a pas le stress financier, tous ces éléments. Donc peut-être que lui, son corps, il encaisse tout ça, mais le vôtre non. Il faut que les dépenses ici faites soient proportionnelles à ce que vous pouvez encaisser, à votre capacité de récupération et votre progression. Faire toujours plus de sport n'est pas bénéfique. Le sport n'est pas toujours bénéfique s'il est fait en excès, et j'en suis la preuve parfaite. Lorsque j'étais anorexique, je mangeais 500 kcal par jour, je ne buvais pas et je courais 4 heures par jour et je faisais en plus des séances de renforcement au poids de corps. Ça m'a amené à l'autodestruction. Vous devez comprendre, tout est question d'équilibre et de santé. Si votre santé va bien, si l'équilibre est là des deux côtés, si la méthode est personnalisée, vous allez manger plus, vous allez manger mieux, vous allez aller mieux, tout se passera bien, physiquement vous atteindrez enfin votre objectif. Enfin, je dirais très clairement que une chose aussi qui est très populaire et très courante et qui cause beaucoup de mal, c'est le fait d'être très bas en calories et pourtant de faire un cheat meal par semaine et pourtant aller craquer après chaque soir parce qu'on est frustré, de faire des crises de boulimie, etc. Pourquoi ne pas simplement manger plus tous les jours, manger plus à sa faim, varier et se faire un peu plus plaisir quotidiennement plutôt que de risquer de tomber dans ce problème de métabolisme en mode économie d'énergie, de tomber dans les crises de boulimie, d'hyperphagie et d'avoir en plus de toutes ces problématiques-là de la culpabilité et un mal-être qui est décuplé. Je pense que beaucoup plus de coachs et de pseudo-experts de la nutrition et de la perte de poids aujourd'hui devraient tenir plus compte de la santé mentale des gens parce que c'est très bien d'arriver à un certain physique, c'est très bien de gagner des compétitions de bodybuilding et de sport en tout genre, mais si c'est au détriment de son bien-être, de sa santé mentale et de son bonheur, alors je pense que c'est vraiment préjudiciable sur le long terme. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Il me tenait à cœur de la faire parce que j'envoyais très régulièrement l'ancienne à mes clients suivis et je la trouvais obsolète, trop incomplète, qu'elle manquait de nuances parce qu'il y a quelques années en arrière, j'avais pas du tout la même façon de penser, le même discours. Maintenant, je suis père de famille, j'ai beaucoup plus d'âge, beaucoup plus d'expérience. Je suis plus à fond dans le bodybuilding comme avant. J'ai une vision totalement différente de la vie, de la santé et des choses en général. Donc, je tenais à refaire cette mise à jour. D'ailleurs, je vous invite à voir la différence avec l'ancienne. Je pense que ça peut être drôle, même physiquement, le look surtout. Moi, en tout cas, ça me fait beaucoup rire. J'aime cette évolution.
c'est la vie. Merci à tous, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à donner votre avis en commentaire, même si vous n'avez pas aimé, vous êtes perdu, etc. Tout est bon à prendre. Et on se retrouve dès dimanche prochain pour une nouvelle vidéo, à voir vos commentaires, soit une analyse de diète, soit peut-être un autre sujet du style, si vous préférez, vous avez préféré et que vous me plébiscitez pour ça. Merci à tous et à très vite.